Je m'appelle Sandrine Pagnac, je suis éducatrice partenariat de moi depuis 5 ans déjà. C'est vrai que, comme l'a dit Thibaut, notre spécificité, c'est vrai que les départs en nature. Et on a aussi, on s'est dit en équipe, pour compléter toutes ces découvertes dans la nature, on se retrouve en nature, on se retrouve face un peu à soi-même. C'était aussi de voir si on pouvait organiser un voyage participatif. Et d'entraide, on pensait que ce serait un plus pour nos jeunes filles qui sont avec nous toute l'année. Donc, en effet, tout au long de l'année, grâce à avec notre accompagnement et notre aide, les filles, elles arrivent à retrouver confiance en elles, à se rebooster elles-mêmes, à retrouver une discipline personnelle, à découvrir qu'elles ont des ressources qui sont en elles et qui demandent qu'à émerger. Donc, ces voyages participatifs ont permis de réinvestir tout leur progrès, tout leur progrès durant l'année dans la solidarité, le partage et l'ouverture aux autres. Elles découvrent aussi une nouvelle culture et des mentalités différentes. C'est un lien précieux et évidemment ça favorise l'échange solidaire et l'échange interculturel. Donc pour mettre en place ce voyage, nous avons été soutenus et accompagnés par par l'association des résidents marocains de Genève, qui nous a proposé de financer plusieurs projets à l'intention d'un centre de sourds à Agadir au Maroc. Donc depuis en février 2026, on aura fait notre quatrième voyage. Et donc au total, il y a 28 filles qui ont eu l'opportunité de participer à ces voyages. Donc tout au long de l'année, nous avons sollicité les jeunes filles pour récolter des sous, donc à travers différentes actions que Sienna présentera tout à l'heure. Et cette récolte de fonds, elle a permis la rénovation d'une cuisine dans ce centre de sourds, l'achat de matériel informatique, ainsi que de l'achat comme du mobilier, des tables, des chaises, pour le centre de sourds muets. Euh, ça se voit. C'est bon? Là? Ok. Donc à Agadir, nous avons été accueillis par le directeur du centre de sauvegarde des sourds, qui s'appelle comme ça, par Monsieur Younes Alaoui, avec qui on a tissé des liens très forts de confiance et de respect mutuel durant toutes ces années. D'ailleurs, Younes, chaque fois qu'il nous voit, il fait partie un peu de sa famille, donc ça nous touche beaucoup. Et je vais vous présenter en deux, trois mots ce centre qui nous accueille, donc les enfants, enfin, pas qui nous accueillent, mais qui accueille les enfants sourds, des adolescents sourds aussi qui suivent une scolarité. Et pour les plus grands, ils ont la possibilité de se former professionnellement au métier de la coiffure et de la couture. L'année dernière, il a aussi ouvert une classe pour des jeunes en situation de handicap. Et puis le centre de Younes est implanté près d'un quartier et ça lui tient à cœur aussi de permettre aux jeunes entendants défavorisés du quartier à côté du centre de pouvoir venir aussi recevoir une formation parce que c'est souvent des jeunes qui sont aussi en décrochage. Et du coup, on a eu des fois des rencontres avec nos filles et les jeunes du quartier, des échanges, ça c'était très, très, très riche. Donc, je vous présente Sienna, qui a 18 ans, Eden, qui a 20 ans, qui ont donc participé à deux départs au Maroc, le premier en 2024 et le deuxième cette année en avril 2025. Et elles vont terminer le parcours à deux mains cette année en juin 2025. Donc, je laisse la parole à Sienna qui va vous parler, vous présenter le déroulement de toute la préparation en amont pour leur premier voyage et aussi présenter le premier voyage. Tout d'abord, pour du coup, financer la salle multimédia et la terrasse du restaurant, on a fait nos propres conserveries à Genève, donc on a allé cueillir nos fruits et légumes, qu'on a ensuite fait de la confiture avec, des huiles, plein de choses qu'on a ensuite vendues dans des marchés. On a aussi fait un repas de soutien. On était à peu près 4 filles à cuisiner pour environ 80 personnes. Et du coup, cet argent, c'est pour financer cette salle et cette terrasse. Comme c'est là qu'on l'a dit, on a participé aussi à des marchés, dont le marché de Noël, où il y a beaucoup de gens qui viennent toutes les années. Donc, on a vendu nos huiles, nos confitures, voilà. Et c'est un quartier qui est un quartier à Genève qui est à Carouge. Et voilà. Maintenant, est-ce que Sina, tu pourrais nous présenter le premier voyage? Oui, alors je vais commencer par les craintes, parce que je pense qu'à peu près toutes les filles avec qui on est parti, on avait toutes des craintes avant ça. Du coup, pour ma part, c'est de rester 2 semaines avec les mêmes personnes 24 heures sur 24. On n'avait pas trop notre espace à nous. Et aussi la nourriture, parce que c'est assez compliqué en nourriture, donc j'avais un peu peur de ça. Et toi, Eden, tes craintes?
Moi, c'est un peu la même chose que Sina. Après, il y avait aussi le fait de quitter ma routine, quitter mes habitudes, qui me faisait un peu peur. Mais ça s'est très bien passé. Donc, voilà. Là, je vais vous parler un peu du pays. Donc, au niveau des femmes, j'ai jamais vu de femmes dans des bars. Mais par contre, elles peuvent aller dans des restaurants. Enfin, j'en ai vu plein dans des restaurants. J'ai jamais vu de femmes habillées, enfin, un peu dénudées, entre guillemets, comme on peut voir dans d'autres pays. Et non plus de femmes fumées dans la rue ou fumées tout court. Ça, j'ai jamais vu. Ensuite, je vais vous parler de Younes, donc le directeur du centre de sauvegarde des sourds. C'est celui qui nous a accueillis à l'aéroport, qui nous emmène au centre, enfin, qui nous a présenté aux enfants du centre. Il nous a aussi fait organisé des activités pour visiter le pays les week-ends. On a aussi rencontré sa famille, donc ses trois fils et sa femme. Avec sa femme, on a beaucoup cuisiné les midis dans le centre parce qu'on faisait à manger pour les enfants et pour nous-mêmes le midi. Et Younes était étonné de voir qu'on avait trois éducateurs pour six filles parce que pour lui, il peut très bien être seul avec 40 enfants et enfin, tout va bien se passer. Durant ce premier voyage, on a beaucoup travaillé dans le jardin du centre. Dans la cuisine aussi, tous les midis, il y avait deux filles qui cuisinaient avec les femmes du centre, les femmes de la cuisine, pardon. On n'a pas eu beaucoup de temps avec les enfants, donc pas beaucoup de communication. Donc la langue des signes, on l'a pas beaucoup apprise cette première année. Euh, la première année, on a eu beaucoup de tensions dans le groupe, donc au niveau des filles aux éducateurs et au niveau des accueillants, ceux qui nous accueillaient dans le pays. Il y a eu beaucoup de gros mots, beaucoup de colère dans la rue, des filles qui s'énervaient complètement devant tout le monde quand ils partaient en vrille. Et donc c'était assez compliqué, mais enfin voilà. Et vous, en tant qu'équipe, comment avez-vous vécu ces tensions? Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de colère, comme tu as dit, Sienna, beaucoup de violence verbale de la part de certaines filles envers les éducateurs. Entre elles aussi, c'était tendu. Et puis, elles avaient pas mal de réflexions, de mécontentement envers les accueillants. Donc, c'est vrai que tous, on est trois dans l'équipe, on est une équipe assez solide, mais on était assez éprouvés émotionnellement. On a un peu passé par toutes les émotions, du désarroi à la colère. Enfin, on avait honte, on était très mal à l'aise. Mais bon, on a pris le temps de se concerter les trois. On a beaucoup discuté ensemble. On a pris vraiment du temps pour ça. Et puis, on a discuté évidemment avec chacune des filles quand ça n'allait pas. On a essayé de rassembler le groupe et de pouvoir partager avec elles, essayer de comprendre ce qui était difficile pour elles. On s'est appuyé évidemment sur le réseau et les familles quand c'était possible par des contacts téléphoniques et puis surtout sur Thibaut, notre directeur, qui lui, en étant à Genève, un regard extérieur, il pouvait nous guider, nous faire réfléchir sur les situations et puis nous aider à donner des réponses. On a aussi échangé avec Younes, évidemment, le directeur du centre, qui nous a soutenus, qui était quand même touché aussi par le comportement de certaines de nos jeunes, mais qui a toujours été présent pour nous. Et du coup, ce voyage, c'est vrai que ce premier voyage pour les deux, moi c'était mon deuxième voyage, mais pour Sienna et Dan, ça a été difficile, mais ça nous a en tout cas pas démotivés parce qu'on sait pourquoi on fait ces voyages avec nos jeunes et ça nous a donné, boosté encore plus pour continuer ce projet. Je passe la parole à Eden. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on s'est préparé ce deuxième voyage? Alors, pour ce deuxième voyage, il faut savoir que c'était très différent pour moi. Je suis pas partie pour les mêmes raisons. Donc, cette fois, je suis partie simplement pour moi et pour profiter à 100% de ce voyage. Donc, pas pour fuir mes problèmes que j'avais à Genève, pour fuir quelque chose. Donc, j'étais beaucoup plus dans le voyage. Après, avec l'équipe des filles aussi, c'était beaucoup plus simple, c'était fluide. Et donc, il y a eu beaucoup moins de tension que dans le premier. Ensuite, on a été préparé beaucoup plus à être en contact avec les enfants. Donc, on a pu se préparer en amont enfin, en faisant le langage des signes. Donc, on a pu s'entraîner avec l'équipe des éducateurs et des filles. Et ensuite, on a préparé aussi des activités pour les enfants, du coup, qu'on allait faire sur place. Et c'est Sina qui va vous en parler maintenant. Est-ce que Sina, tu peux nous expliquer le déroulement de ce deuxième voyage? Alors, faut savoir que pour ce deuxième voyage, c'est totalement différent. Du coup, c'est plus sur les enfants, on passait toutes nos journées avec les enfants. Donc, par exemple, le matin, on arrivait au centre, on déjeunait, et après, on lançait des activités avec les enfants. Il faut savoir que c'est très fatigant de passer toute la matinée avec les enfants, parce qu'il faut se concentrer beaucoup.
Faut être attentif à tous les moindres gestes parce que du coup ils parlent pas. Du coup on doit beaucoup regarder. Donc à la fin du matinée c'est très épuisant. Euh, Cette deuxième année, Younes nous a consacré un peu de son temps pour nous faire un cours de langue des signes. Donc ça nous a beaucoup aidé pour communiquer, on était beaucoup plus à l'aise et on comprenait beaucoup mieux. Pour les activités, je vais vous parler de la journée sportive. En fait, on a eu plusieurs activités, mais on va vous parler que de deux. Donc le maquillage pour Eden et moi la journée sportive. C'était plus avec plusieurs postes où les groupes d'enfants y tournaient. Il y a eu par exemple le jeu des couleurs où il fallait donner une couleur en langue des signes et ils nous donnaient un objet de cette couleur. Il y avait cache-cache, donc là par exemple c'était Sandrine qui allait se cacher dans le centre et les enfants ils devaient la retrouver en moins de temps possible. Donc c'était assez chouette. Et en fait on a pu voir que même en ne pas parlant la même langue, on pouvait très bien se comprendre. Par exemple on imitait les jeux ou avec des gestes. Donc c'était plutôt sympa. Et pour l'activité maquillage, c'était très sympa aussi. Je m'attendais à voir que des filles, mais on a eu aussi des garçons qui sont venus se faire maquiller. Et donc voilà, c'était une activité très sympa. Mais à la fin, on a eu un petit moment d'incompréhension. Il y avait un garçon qui n'était pas content enfin, qui se comportait, il n'était pas content de son maquillage. Et on n'arrivait pas trop à le comprendre. Donc il y a une prof qui est intervenue, qui parlait le français et la langue des signes. Donc il a pu discuter avec lui et ensuite nous expliquer qu'il voulait se maquiller de tout le corps en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'était pas content. Mais en tout cas, ça a été une activité très touchante et les enfants étaient contents. Donc c'était des bons moments. Pour cette deuxième année, du coup, l'équipe, elle avait des attentes envers nous, puisque c'est la deuxième fois qu'on partait avec Eden. Donc, pour cette année, c'était plus de faire un stage que les deux, sans qu'il y ait Younes ou les éducateurs. Du coup, on a fait un stage dans un orphelinat, et je vais vous laisser Eden le présenter. Donc je vais vous détailler cette journée. On est arrivé avec Inès, donc le directeur du centre, avec une de nos éducatrices. On est arrivé sur place. La directrice de l'orphelinat nous a fait visite. Donc on a pu aller voir la salle où il y avait des enfants abandonnés dès la naissance, en bas âge, des enfants en situation de handicap. Et suite à la visite, elle nous a laissé le choix de enfin, elle nous a laissé l'opportunité de choisir avec qui on voulait passer la journée. Donc nous, on a choisi les bébés parce qu'on a été très touchés de les voir comme ça. Donc le déroulement de la journée, ça a été que on leur a donné du biberon, on les a bercés, on a joué avec eux. Bien sûr, c'était des jeux pour très petits enfants et ils marchaient à quatre pattes et à peine. Donc voilà. Durant cette journée, moi et Sienna, on s'est rapprochés l'une comme l'autre d'un bébé en particulier qu'on voulait ramener à la maison avec nous. Et voilà, c'était une journée très compliquée émotionnellement. On a été très touchés, très tristes et choqués aussi de voir qu'il n'y avait qu'une seule personne pour s'occuper de plus de 10 bébés. Et parce que Genève, voilà, on n'est pas du tout habitué à voir ce genre de choses, voir des bébés dans ce genre de conditions, même si cette femme s'en sortait très bien. Mais voilà, on voit qu'ils n'ont pas les mêmes ressources qu'à Genève. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et toi, Sina, quel est ton ressenti? Moi, j'ai beaucoup aimé cette journée de stage. Elle était très riche en émotions, de voir tous ces enfants abandonnés et les enfants handicapés aussi. Comme à Eden, on voulait tous les prendre à la maison. Mais voilà, du coup, c'était une bonne journée. Sandrine, est-ce que les objectifs ont été atteints? Oui, les objectifs ont été atteints, parce que voilà, vous étiez seul toute la journée sans être responsable de ces bébés et de faire des liens avec les personnes qui travaillaient à l'orphelinat. Donc pour nous, on était très fiers de vous, parce que c'était pas facile, ce lieu qui est quand même chargé d'émotions. En tout cas, quand je suis venue vous chercher, j'ai senti toute l'émotion voilà, qui était là. Donc ouais, bravo, on vous l'a dit, on vous a félicité. Euh, euh, du coup, donc pour laisser Eden et Sienna vous parler des moments qui les a le plus marqués de ces deux voyages, ce qu'elles ont retenu et surtout ce qu'elles ont appris. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la générosité du pays, des habitants et surtout leur accueil. La rencontre avec les enfants sourds et les bébés du stage m'ont énormément aussi touchée et je pense que c'est des moments que j'oublierai jamais. Et ensuite, il y a aussi la rencontre avec Younes, le directeur, qui nous a tout de suite
pris sous son aile, on va dire. Et comme l'a dit Sandrine avant, on fait partie de la famille maintenant. Donc c'est des liens très forts. Ensuite, il y a eu beaucoup de moments sympas, mais il y a aussi des moments difficiles. Donc le fait de partir loin de ses habitudes, ça peut être compliqué. De vivre 2 semaines tout le temps avec les mêmes personnes sans forcément avoir des moments seuls pour nous, ça aussi, c'est pas toujours facile. Euh, et il faut savoir que j'aimerais travailler dans le social plus tard. Donc, avoir pu faire ces 2 voyages m'a beaucoup enrichi et encore plus encouragée à poursuivre cette voie. Donc, je tiens à remercier l'équipe d'Ademain pour m'avoir offert cette opportunité et à vous, le public, de m'avoir écouté. Merci. Pour ma part, c'est la générosité et l'accueil des gens aussi. La rencontre avec les enfants du centre, c'était incroyable parce que quand ils vous voient, ils vous sautent tous dans les bras. L'entraide entre les enfants handicapés et les autres enfants du centre, c'est beau à voir parce qu'ils s'aident tous entre eux. La honte de handicap, parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, enfin, c'est une vraie honte d'être sourd. Younes nous avait raconté qu'il y avait quelqu'un avant qu'il ouvre son centre qui a été enfermé chez lui pendant 21 ans. Euh, donc voilà. Ensuite, le stage à l'orphelinat, bah, c'était une super journée, donc ça m'a beaucoup marqué. Et bien sûr, de quitter Younes et tous ceux qu'on a rencontrés, parce que néanmoins, en peu de temps, on peut vite créer des liens. Donc c'est assez compliqué. Le fait du coup de ne pas avoir de moments seuls, parce que c'est vrai qu'avec la fatigue, enfin, c'est un peu embêtant de rester seul. Et de ne pas pouvoir fumer quand on veut, parce que nous, enfin, voilà, à Genève, on fume un peu quand on veut. Et c'est vrai que nous, on devait à chaque fois demander à Younes quand on pouvait, parce qu'on pouvait pas fumer dans la rue et tout. Et du coup, bah, il y a des fois où il nous disait oui, ou des fois, bah, il me disait non, et c'était un peu frustrant des fois. Et puis, mais bien sûr, bah, du coup, enfin, on lui disait rien parce qu'on est quand même chez lui, on le respecte. Alors qu'à Genève, sûrement, si Sandrine m'aurait dit non, enfin, je serais peut-être quand même allée. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ces 2 voyages, ils m'ont fait beaucoup de bien, ils m'ont permis de m'éloigner des problèmes que j'avais à Genève, de les mettre de côté, de les oublier pendant un petit moment. Donc voilà, et je remercie à Demain et à Younes pour ces voyages et merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Et je vais laisser Thibaut conclure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour conclure, je vais essayer de thématiser un peu la thématique de l'interculturalité et des migrations à notre échelle. Euh, vous l'avez compris, on s'adresse à des jeunes qui sont dans des situations de perte de vitesse, dans des situations de perte de sens, de repli sur soi. Et on utilise le voyage comme un support à la rencontre, comme un support pour aller vers une différence, vers l'agrandissement de son champ d'observation, de son champ d'expérience. Ce qui est un excellent remède contre le génocide culturel dont parlait Rosalie le premier jour de présentation, de quitter son téléphone portable seul dans sa chambre et de s'ouvrir au monde. C'est l'expérience aussi de l'interculturalité. Moi, je l'ai beaucoup ressenti au travers aussi des expériences que les filles ont vécues dans le fait de pouvoir aussi s'adresser à la dimension corporelle, à la dimension des émotions, à la dimension du corps, dans le fait de lâcher prise pour un moment. Alors c'est Sienna qui le disait, mais je crois qu'Eden le disait aussi. J'ai laissé de côté, mes problèmes sont peut-être pas pour autant réglés, mais ils ont été mis de côté pour un temps, de manière à pouvoir recevoir aussi l'expérience de l'autre, l'expérience de la rencontre. Voilà, donc une sorte de lâcher prise, donc de pouvoir s'accorder, de recevoir, de ressentir, de faire l'expérience, comme un transistor en fait qui se met sur un mode réception et pas sur le mode émission comme on a tous souvent l'habitude de faire. Et puis si je parlais d'interculturalité encore, ben, c'est une rencontre entre des différences culturelles et si j'étais dans un niveau très micro, je dirais qu'au sein de l'EPRIS et au sein des rencontres qu'on a faites ces derniers jours, ben, c'est la rencontre aussi de 4 cultures professionnelles différentes entre les chercheurs, les acteurs de terrain, les porteurs de savoir expérientiel et puis les formateurs. Et c'est cette dimension-là que je trouvais aussi assez intéressante dans cette idée du croisement des savoirs. Et puis s'il fallait parler de migration, là, je cherchais un peu de ce qui
ce qui m'a touché, disons, dans toutes les présentations que j'ai entendues ici, c'est évidemment la prise de conscience des défis à venir aussi concernant la migration et des sujets extrêmement sérieux, graves, qui concernent en premier lieu peut-être l'Afrique, mais qui nous concernent tous en réalité, parce que c'est qu'une histoire de temporalité. Et puis que ben, nous, dans notre structure, on s'occupe plus d'une dimension de migration, de la migration d'une situation d'inconfort personnel vers une migration d'une situation plutôt souhaitable pour soi-même. Donc une dimension, on pourrait dire, d'un individualisme positif, c'est-à-dire de développer la conscience de soi pour prendre conscience de la réalité du monde avec plus de responsabilité. Voilà, je vous remercie. Répondre à votre question par rapport à comment on a géré, en fait, si j'ai bien compris, le groupe au Maroc ou à Genève, tout au long de l'année. En général, ben voilà, on a des jeunes qui effectivement viennent de différents horizons, qui ont des parcours plus ou moins voilà, très différents, euh, qui ont pour certaines des vies quand même très compliquées. Donc à Genève, on a tout un, on prend le temps, en fait, les jeunes arrivent chez nous et on les prend comme elles sont. Donc on va travailler avec elles en même temps. En fait, voilà. Euh, Évidemment qu'il y a la collectivité, il y a le groupe et qu'on doit aussi faire attention au groupe, mais on va, si elle est une, par exemple, un exemple, qui n'est pas prête pour un stage, eh ben, on va pas lui mettre la pression pour lui dire qu'il faut qu'il aille en stage et tout. On va essayer de fixer des objectifs avec elle et puis avancer tranquillement avec elle. Il y a des jeunes, par exemple, chez nous qui n'ont jamais fait de stage. On n'a jamais réussi à aller en stage, ni, voilà. Euh, donc, en fait, on passe beaucoup de temps à discuter avec elle et puis comme on fait beaucoup d'ateliers, bah, ça permet toutes ces rencontres, ces discussions. Voilà. Au Maroc, c'était très compliqué, c'est que ben, on s'est retrouvé, on était accueillis dans un pays, voilà, il y a des personnes qui nous accueillent, qui prennent soin de nous, et puis là, on était très, nous, même nous, hein, très surpris, et, comme j'ai dit, on a assez éprouvé émotionnellement parce que les réactions des filles, de certaines filles, ont été très fortes, et c'était comme si elles étaient à Genève, en fait, elles se comportaient comme si elles étaient à Genève, il n'y avait pas de différence et tout. Donc on a beaucoup parlé avec elles, voilà, pour faire redescendre ma pression. Et puis après, elles sont adorables. Il faut quand même, parce que après tout ça, elles se rendent compte qu'elles ont totalement débordé et elles ont pu aller discuter avec Younes, elles ont pu aussi discuter avec nous, s'excuser. Je sais pas pour les excuses, mais enfin voilà, reconnaître que c'était compliqué. Donc il y a aussi tous ces moments qu'on prend avec elles, et évidemment qui demandent quand même pas mal de disponibilité émotionnelle aussi dans l'équipe, parce que ça nous prend aussi nous, voilà, pas mal de, je sais pas comment expliquer. On est aussi au Maroc, on est aussi pas chez nous, donc voilà, faut gérer un peu tout le monde. Mais voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Et puis par rapport, pardon, madame, la question, c'était, pardon, vous pouvez me répéter votre question? Pourquoi vous êtes arrivé en fait à l'étranger, en Suisse? En fait, enfin, nous, on cherchait, c'est vrai qu'on s'est pas posé la question en Suisse, mais parce que il n'y a pas tellement de, enfin, il y a déjà plein, les structures sont déjà, enfin, il n'y a pas de besoin, je sais pas comment expliquer, mais pour nous, le fait de, on a cherché à partir pour justement aller à la rencontre d'autres personnes, parce que nos treks aussi, qu'on fait dans la nature, quand on part en canoë, quand on part marcher dans la nature pendant 10 jours, qu'on est en autonomie, on peut pas se laver tous les jours, on fait à manger, on porte son sac, enfin, on se retrouve beaucoup, enfin, je ne veux pas parler pour les jeunes, mais même nous, on se retrouve face à nous-mêmes, dans la nature. Les jeunes, normalement, n'ont pas le droit à leur téléphone, même si elles l'ont, mais en fait, elles ne sortent pas n'importe où, donc on essaie de les déconnecter un peu de Genève, et on se retrouve quand même beaucoup face à soi. On travaille sur soi, on cherche des ressources voilà, pour se lever tous les matins, puis s'attendre, prendre son sac à dos et marcher pendant quelques kilomètres. Et puis on se disait, bah, ça serait chouette aussi que bah, les jeunes s'ouvrent à l'autre et puissent voilà, amener quelque chose et échanger avec une autre culture. Donc pour nous, c'était ça le, le fait de partir ailleurs. Et à Genève, je suis pas sûre, je sais pas, je ne suis pas posé la question, mais je suis pas sûre qu'on aurait pu, voilà, je sais pas construire tout ça.
Et puis c'était le Maroc parce on était accompagnés par une association des résidents marocains à Genève, donc, qui eux vont prospecter là-bas, qui regardent où sont les besoins, et on a collaboré avec eux, donc ça a matché tout de suite, et puis avec Younes, et voilà, c'est pour ça. Voilà. Euh, alors pour ce qu'on a appris sur nous, enfin sur moi du coup, je saurais pas trop dire, mais je pense que ça m'a beaucoup apporté dans le sens que je suis quelqu'un de très social, très empathique pour les gens et avoir eu cette expérience, ça m'a, comme je l'ai dit avant, ça me pousse dans cette voie et c'est vraiment ce que je veux faire, apporter mon aide, découvrir de nouvelles choses et, et voilà, me rendre compte que nous on a de la chance à Genève et que bah, on se plaint beaucoup finalement. Alors que bah, d'autres personnes n'ont pas cette chance-là et en fait ils sont heureux avec ce qu'ils ont. Donc voilà, je pense que ça m'a appris là-dessus à me dire que bah il suffit pas grand-chose pour être heureux et, et voilà. Après pour la peur, comment surmonter la peur, je saurais pas trop. Je pense que c'était aussi beaucoup. Enfin moi j'avais beaucoup d'excitation en fait à partir. Donc je pense que la peur passait après. Donc il y avait beaucoup plus cette excitation à découvrir, comme je l'ai dit avant. Et, et voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Mais voilà. Moi, pour la peur, enfin, je dirais pas que j'ai eu très peur. C'était plus des craintes de pas rester seule, enfin, de rester avec tout le monde, pas avoir mon moment à moi. Mais au final, je me suis dit que, enfin, ce qu'on allait vivre au Maroc, c'est plus fort que ces craintes-là. Du coup, bah, enfin, ça allait. Donc voilà. Et pour ce que j'ai appris sur moi, bah, comme Eden, je pourrais pas, enfin, je sais pas trop ce que j'ai appris, mais c'est vrai que, enfin, juste cette expérience-là, elle nous a beaucoup enrichi. Et comme elle a dit avant, enfin, juste qu'on arrête de se prendre pour rien, comparé à eux. Donc, euh, donc voilà. Et avant de passer au micro, il y avait la question, des questions, on aurait pu en prendre une deuxième, mais on va voir que c'était. Mais il y avait une question qui venait, qu'est-ce que tu as compris comme impression de vraiment des autres expériences comme ça? Alors j'étais très 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 stressée, je le suis encore un peu, mais bah, je suis contente d'avoir pu partager ça avec vous et je pense que c'est aussi un apprentissage de pouvoir parler, prendre la parole devant beaucoup de personnes et voilà, donc, je suis contente d'avoir pu participer à cette expérience aussi et Moi, c'est pareil, j'étais très stressée, euh, mais au final, enfin, ça allait. Et puis, mais c'est vrai que, enfin, en fait, enfin, moi, j'étais pas trop stressée au début parce que je me dis que c'était une expérience à vivre comme le Maroc un peu. Et du coup, bah, ça passait un peu avant le stress, mais voilà. Réponse, Ouais, peut-être enfin, très simplement. Enfin, moi, je voulais juste déjà vous remercier de votre attention et puis applaudir aussi Eden et Sienna pour leur courage parce que je les trouve très humbles sur ce qu'elles ont appris. Pour nous qui avons cheminé avec elles pendant 2 années, on voit d'où elles sont parties et comment elles ont cheminé et avec quel courage elles ont affronté en fait tous ces défis et notamment ce défi d'aujourd'hui de parler devant autant de monde. Donc chapeau, vraiment. voilà, on aurait aimé encore en discuter, mais nous avons 3 présentations. Bonjour à tous et à tous. Salam alaikum. Je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Euh, J'aurais bien voulu encore vous entendre la présentation de Sienna, d'Eden, de Thibaut, de Sandrine était vraiment fantastique. Enfin, c'est génial. Bravo à vous. Je suis aussi très heureux donc de vous parler de mon travail de terrain que je vais partager avec vous. J'ai 20 minutes à disposition, peut-être un petit peu plus, je sais pas. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Je vais commencer en remerciant les personnes qui ont rendu ce colloque, ce congrès, ces rencontres possibles, les petites mains, les moyennes mains et les grandes mains. Peut-être
commencer par me présenter assez rapidement. Donc, comme l'a dit François, je suis doctorant en ethnologie et anthropologie à l'université de Neuchâtel. J'ai une formation en sociologie et en anthropologie. Et puis j'ai commencé en 2021 une thèse de doctorat consacrée à la situation des jeunes catégorisés mineurs non accompagnés en Suisse. Et c'est une thèse que j'espère soutenir l'année prochaine en 2026, si tout va bien. Je suis assistant doctorant à la Haute École de Travail Social. La Haute École de Travail Social est l'établissement qui forme les futurs assistants sociaux, éducateurs sociaux, animateurs socioculturels et les psychomotriciens à Genève. Je voulais aussi vous parler assez rapidement donc de notre réseau, le réseau Minage, qui est un réseau de recherche et de formation sur les mineurs non accompagnés. On a monté donc ce réseau il y a 2 ans avec des collègues, Théogène Octave Gakouba et Sylvia Garcia Delahaye, des collègues très proches de la Haute École de Travail Social. Ça coupe un petit peu. Et donc c'est un réseau avec un collègue de l'université Savoie-Mont-Blanc à Chambéry, et puis 2 collègues de l'Université du Québec, et on travaille sur la thématique des mineurs non accompagnés, qui est une thématique, comme vous l'aurez bien compris, qui doit être envisagée dans une perspective transnationale. J'en parlerai après. Et puis je m'occupe aussi de la coordination d'un laboratoire qui s'est transformé en pôle d'expertise avec une collègue, la professeure Milena Kimiouti, qui s'appelle Intermigra, et qui s'intéresse aux questions de mobilité, de migration, de discrimination, de racialisation, de racisme, de genre aussi, dans une perspective intersectionnelle. Et dans ce cadre-là, on a organisé tout un ensemble d'événements en lien avec la thématique des jeunes en situation de mobilité, et plus précisément des jeunes dits mineurs non accompagnés. Donc les objectifs de cette thèse, assez rapidement, c'est de suivre des jeunes hommes qui arrivent à Genève et qui se présentent comme mineurs non accompagnés aux autorités, de leur arrivée jusqu'à leur majorité et au-delà, mais aussi dans leur mobilité en Suisse, en Europe et au Maghreb. C'est donc de les suivre dans une perspective longitudinale, sur le temps long, et de les suivre le plus longtemps possible, ce qui n'est pas toujours évident vu la situation dans laquelle ils vivent, et puis vu les épreuves auxquelles ils sont amenés à faire face. Et puis dans une perspective aussi multisituée, l'idée étant d'être à leur contact, que ce soit en France par exemple, ou dans les pays qui traversent. Et c'est aussi le cas pour le Maghreb, parce qu'il y a un petit nombre de personnes qui décident, pour tout un ensemble de raisons que j'essaie de vous présenter après, qui décident de rentrer. Donc, thèse consacrée à des jeunes originaires du Maghreb. Je vous dirai pourquoi le Maghreb après, c'est pas un hasard, qui se présentent comme mineurs non accompagnés auprès des autorités genevoises. Et cette recherche se focalise sur différentes dimensions, rapidement dit, les trajectoires, donc suivi longitudinal et multisitué, les logiques d'action à l'œuvre en fonction des opportunités, des contraintes présentes, et puis des aspirations aussi, les investissements des différents espaces sociaux, et puis l'appréhension des normes socio-légales et bureaucratico-administratives en vigueur à Genève, en Suisse ou à l'étranger. C'est les lois, c'est les normes, c'est les procédures et c'est les catégories qui sont amenées à subir, qui subissent pas de manière passive. Je parlerai après de leur capacité agentielle, toute leur agentivité. Donc c'est une recherche qui repose sur une combinaison de méthodes qualitatives. C'est une méthode ethnographique assez classique, observation, participation, des entretiens de différents types, donc informels, semi-directifs et biographiques. C'est aussi le suivi à travers les réseaux sociaux, les messageries téléphoniques, le lien avec eux, les communications qu'on peut nourrir, les analyses de documents juridiques et institutionnels euh, du service de protection des mineurs ou des institutions, par exemple, ou les documents qui peuvent recevoir des autorités dans la mesure où ils s'inscrivent dès leur arrivée dans une certaine procédure contraignante avec des productions, avec des écrits. Et je voulais aussi vous dire que ça coupe un peu, je suis désolé. Non, c'est bon. Alors, je ne bouge plus. Et une part importante du matériau a été recueilli, a été produit à travers des entretiens mobiles qui ont été menés donc en marchant ou en se déplaçant avec eux dans les différents espaces qu'ils sont amenés à fréquenter,
marcher, prendre le bus par exemple, le tram. Pourquoi les entretiens mobiles? Assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était très difficile d'avoir des entretiens en face à face et que c'était beaucoup plus simple de discuter en étant côte à côte. Et surtout, ça gomme, ça supprime, ça réduit, ça atténue, même si l'asymétrie est toujours là, j'en parlerai après, mais ça la réduit et puis ça rend les échanges un peu plus spontanés. Le fait d'être côte à côte, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ça permet aussi de moins être dans des questions, qu'elles soient ouvertes ou fermées, mais avec cette asymétrie. Je te pose une question, tu réponds. Là, c'est beaucoup plus, on échange, on marche et on rebondit sur les objets, les situations, ce qu'on peut voir. Par exemple, à Genève, il y a un très beau lac, il y a des bateaux, on se promène devant le lac et puis la personne est amenée à me parler de sa traversée, des motorisations, des coûts, et j'ai pas posé la question combien ça coûte une traversée, comment t'es passé de la Tunisie à l'île de Pantelleria en Italie. C'est un exemple parmi tant d'autres. On se balade par exemple près des magasins, j'ai cité cet exemple-là, et puis la personne me parle du mariage de sa sœur, et puis ça serait super de pouvoir lui faire des cadeaux, mais qu'elle n'a pas d'argent pour telle ou telle raison. Vous voyez, le fait de marcher, ça permet de réveiller, ça permet de susciter des émotions, des réflexions, et puis j'ai essayé de rebondir là-dessus. On en parlera peut-être après. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Il faut avoir une bonne mémoire, on est dépendant de la fatigue de la personne, on est dépendant du bruit, on est dépendant aussi des imprévus. Donc, créer du lien en contexte incertain, c'est une population fortement précarisée, en situation de grande vulnérabilité. Donc, les liens qui ont pu être tissés avec ces jeunes n'ont pas toujours pu perdurer dans le temps. Avec certains jeunes, ça a duré plusieurs années, je suis encore en lien avec eux. Vous l'aurez compris, c'est des personnes qui s'inscrivent dans des parcours de stabilité, voire de régularisation. Des personnes qui ont été, par exemple, qui ont dû quitter Genève pour tout un ensemble de raisons, qui se sont retrouvées en prison. Je n'ai pas pu garder le contact avec eux suffisamment longtemps. Parfois, le téléphone a été perdu, parfois la carte a été vendue, transmise, la carte téléphonique, et puis parfois aussi, les personnes ont choisi de couper le contact avec moi pour les meilleures raisons du monde. Voilà. Donc, c'est des existences marquées par les incertitudes et les difficultés. Alors, euh, donc, difficulté à avoir accès à ces jeunes hommes sans passer par une structure d'accueil. J'écoutais ce matin Cyril Bassène avec beaucoup d'intérêt. C'est toujours intéressant de mieux comprendre la méthodologie des personnes avec des enjeux, avec des possibilités, avec des opportunités, des contraintes, et puis l'importance d'être flexible, souple, et puis de s'adapter. Moi, ma stratégie, comme c'est vrai que c'est une population qui est difficile d'accès, fortement invisibilisée, j'aurais pu avoir accès à eux en allant vers eux de manière directe dans les parcs, mais ça aurait été difficile parce que j'aurais pas forcément eu la garantie d'être bien accueilli. Donc, ce que j'ai fait, comme j'ai eu l'opportunité, quand j'ai terminé le mémoire en anthropologie, j'avais trouvé un travail dans un foyer d'hébergement d'urgence pour familles sans abri. Et au sein de cette institution, il y avait un programme qui accompagnait des jeunes catégorisés mineurs non accompagnés. Et donc, je connaissais bien les éducateurs qui travaillaient là-dedans. Je voyais parfois les jeunes qui venaient nous voir. Et donc, j'avais cette facilité à pouvoir faire des immersions. Donc, c'est par ce biais-là que je suis entré en contact avec ces jeunes. Cette structure a fermé, un autre foyer a ouvert, et assez facilement, j'ai eu la possibilité d'aller faire des immersions dans l'autre structure parce que j'étais passé par la première structure. Donc, c'est par ce biais-là que j'ai pu avoir accès à ces personnes-là. Il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients. L'inconvénient, c'est le risque d'être associé aux institutions, aux autorités, au pouvoir. Et donc, l'objectif dès le départ, assumé, c'était de partir de ces institutions-là pour rencontrer les jeunes et de participer aux activités, de discuter, de me présenter et puis de prendre le contact, le numéro de téléphone, on se voit quand, est-ce que c'est possible, on va manger quelque chose, etc. Ça marchait souvent. Après, on se voyait une fois, parfois les personnes continuent à les revoir et parfois pas, mais c'était la petite technique, ma stratégie. Créer des contacts, proposer de se voir à l'extérieur. Évidemment, ça pose des aspects éthiques. Cyril on a développé quelques-uns ce matin. J'aurais pas le temps de plus en parler, mais le fait de faire de la recherche avec des personnes vulnérabilisées, ça pose tout un ensemble d'enjeux en termes de rapport de pouvoir, en termes d'asymétrie.
La question de l'anonymisation, elle est fondamentale. Ce matin, on parlait de l'anonymisation individuelle. Par exemple, j'ai rencontré Ibrahima, bah, je vais l'appeler Moussa. Dans mon cas, les questions d'anonymisation portent des enjeux beaucoup plus complexe parce que c'est un milieu tellement petit que même si je change le nom, la personne peut être facilement reconnaissable. Dans les institutions, par exemple, si je parle d'une personne, une jeune fille d'origine maghrébine qui a des liens privilégiés avec tel ou tel jeune, j'ai beau changer son nom et son prénom, elle sera facilement identifiable. Les jeunes aussi par rapport à leur parcours, par rapport à leur origine. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est de changer certaines choses, de taire d'autres choses. J'ai pas posé la question ce matin, mais c'est un enjeu fondamental. Qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on tait? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Sachant qu'une des exigences aussi en anthropologie, c'est pas de nuire aux personnes. Euh, donc j'étais dans ce dilemme-là, je suis encore dans ce dilemme-là. J'ai pas les réponses à toutes mes questions, mais cet enjeu d'anonymisation est fondamental. Et puis un autre enjeu, c'est la question du stockage de données, du matériau. Qu'est-ce que je fais avec ça? Euh, je me suis adressé à la commission éthique de l'université de Neuchâtel, qui est quand même très 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 contraignante, notamment pour les questions de consentement où on nous demande de faire signer un document. Et puis en effet, bon, il y a eu une prise de parole de l'association suisse d'ethnologie. Je pourrais vous envoyer ça si ça vous intéresse. Vous pourrez trouver ce document assez rapidement. La question du consentement qui pose tout un ensemble d'enjeux dans la mesure où ça fige l'accord. Alors qu'en fait, un accord, bon, on se serre la main ou on signe quelque chose, mais ça peut évoluer dans le temps. On peut dire oui aujourd'hui, la minute d'après, on peut dire non, on peut dire oui pour quelque chose ou non pour autre chose. Et c'est aussi le fait de se dire que c'est reconnaître les capacités d'agentivité des jeunes qui peuvent nous envoyer balader ou nous dire maintenant je ne vais pas répondre à ces questions-là. Et le fait de signer aussi, de faire signer des documents à des populations vulnérabilisées, ça réveille aussi tout un ensemble de sentiments, de méfiance, de suspicion. Souvent, c'est les autorités qui font signer des documents. J'ai quand même dû le faire, mais assez rapidement, ça a été rangé dans un tiroir et on est parti sur une autre forme de relation. Donc, difficulté à avoir accès à ces jeunes hommes sans passer par une structure d'accueil, ça je vous ai déjà dit, excusez-moi. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la géographie suisse, donc la Suisse au centre de l'Europe, un espace donc carrefour, lieu de passage entre l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, c'est vraiment un lieu de passage, de transit euh, pour les jeunes que j'étais amené à rencontrer. Et puis le terrain s'est passé à Genève, au sud-ouest de la Suisse, donc ville francophone, qui attire, qui attire ces jeunes pour tout un ensemble de raisons, ville francophone, avec une forte communauté maghrébine, qui renvoie tout un ensemble d'imaginaires, une ville propre, où il y a du travail, une ville hospitalière. Vous verrez que c'est pas toujours le cas. J'accélère un petit peu parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Peut-être pour bien s'entendre, je pense que Jérôme en parlera après. euh, les mineurs non accompagnés, qui sont-ils? C'est des jeunes, donc personnes âgées de moins de 18 ans qui entrent sur le territoire européen sans être accompagnés d'un adulte et donc qui se retrouvent en grande difficulté, qui sont considérés comme vulnérables et pour lesquels les autorités doivent prévoir des mesures d'accompagnement, de soutien et de protection. Encore 10 minutes? Ah, j'essaie de négocier. Donc je vais accélérer. Alors, le contexte genevois est assez particulier. En Suisse, l'accès à une protection complète dépend du dépôt d'une demande d'asile. À Genève, il y a une distinction entre les personnes qui déposent une demande d'asile, donc les mineurs non accompagnés, et ceux qui ne déposent pas de demande d'asile. Donc c'est une compétence cantonale. Ceux qui déposent une demande d'asile, qui seront donc les RMNA, les requérants d'asile mineurs non accompagnés, et ceux qui ne déposent pas de demande d'asile pour tout un ensemble de raisons seront catégorisés mineurs non accompagnés, euh, hors procédure asile et qui auront accès à tout un ensemble de services différents. En clair, pour dire les choses rapidement, les RMNA, donc les jeunes qui déposent une demande d'asile, ont plus de possibilités, ont plus d'accès, d'opportunités que les mineurs non accompagnés, qui sont donc sans statut légal et qui se retrouvent à faire face à tout un ensemble d'épreuves
et de difficultés. RMNA et MNA, 95% donc d'hommes, la majorité des RMNA sont d'origine afghane, et puis les autres qui déposent des demandes d'asile sont d'origine somalienne, algérienne, marocaine et guinéenne. Je ne vais pas vous embêter avec les chiffres, juste pour dire que 9,5% des demandes d'asile ont été déposées par des mineurs non accompagnés, 10%, et puis l'écrasante majorité provient donc d'Afghanistan, et puis ils ont entre 16 et 17 ans. Alors, en majorité des hommes, très peu de filles, pour tout un ensemble de raisons, je passe là-dessus assez rapidement, difficulté à financer le trajet, difficulté pour accéder aux réseaux d'information, des risques spécifiques, on en a parlé lors des précédentes présentations, les risques de violence, de grossesse, il y a des questions de honte, de culpabilité aussi, les normes sociales, familiales et religieuses, etc. Je passe assez rapidement là-dessus. Donc, cette distinction qui structure l'accompagnement, et puis les autorités qui distinguent d'une manière, créent des catégories, donc avec des contraintes pour les mineurs non accompagnés qui proviennent majoritairement du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. C'est pour ça que les jeunes avec lesquels j'ai été amené à travailler, à collaborer, proviennent de ces contextes. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas l'asile? Pour tout un ensemble de raisons. Pour certains, il n'y a aucune chance, ça ne sert à rien de demander, faible chance d'obtention. Certains ont peur, éprouvent de la méfiance à l'égard des autorités, veulent rester sous les radars. Il y a la peur aussi, parfois irrationnelle aussi, de ne plus pouvoir rentrer au pays le jour où leur situation sera régularisée, ou d'exposer la famille restée au pays. Et puis pour d'autres, c'est des logiques de trajectoire. La Suisse n'est qu'un pays de transit. Je regarde juste mes notes. La question des profils. Alors, c'est des profils très hétérogènes, statut socio-économique, le parcours scolaire, les questions de santé aussi. Il y a des jeunes qui sont arrivés, qui avaient fait des études, qui provenaient de milieux très favorisés. J'ai pu rencontrer des parents, d'autres qui venaient de milieux très précaires, de milieux ruraux. Donc on a souvent tendance dans la presse, ou même quand on entend parler certains milieux politiques, à présenter ce public-là de manière homogène, pardon. C'est des menteurs, c'est des toxicomanes. Ça existe, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Différents parcours de mobilité, de manière générale, donc les personnes passent par l'Espagne, depuis le Maroc ou l'ouest de l'Algérie, ou par l'Italie, depuis l'est de l'Algérie ou la Tunisie, et un nombre important passe aussi par la Turquie. Et après remonte la route des Balkans avec des difficultés que vous connaissez pour traverser les frontières, Hongrie, Serbie notamment, la Grèce aussi, avec des traumatismes très importants pour certains, et puis différentes motivations et aspirations. Donc il n'y a pas que de la pauvreté là derrière. Il y a la volonté d'aider les parents, d'aider son milieu, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des questions, des raisons plus psychosociales aussi, autour des imaginaires, le sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir se projeter, le manque de confiance dans les autorités, l'ennui, le fait de vouloir découvrir le monde, d'apprendre une langue, le fait de vouloir faire comme d'autres jeunes, et puis la quête de dignité aussi, la volonté de fuir les humiliations notamment, et puis d'être tranquille. Alors, je vous ai parlé des profils, donc je ne vais pas vous faire l'historique de la thématique des mineurs non accompagnés. C'est une thématique très intéressante, mais on le fera peut-être s'il y a des questions. Tout ça pour dire que ce travail catégoriel, de catégorisation, il peut aussi se comprendre d'un point de vue historique où autour de 2008-2009, tout un ensemble de jeunes sont arrivés à Genève et ça a mis en difficulté les autorités, les dispositifs qui ont été amenés donc à légiférer et puis à élaborer une procédure. La situation de ces jeunes aussi est influencée par des stéréotypes. Dans le cas de ces jeunes, il y a des dynamiques qui sont renforcées par des stéréotypes persistants qui les associent à la délinquance, au mensonge et à la menace, qui font qu'ils subiront plus de contrôles policiers et qui seront aussi subis de manière, on peut dire, discriminatoire. Il reste 3 minutes? D'accord. Alors je vais accélérer. Ça laissera certainement du temps pour les questions. Oui, pas de souci.
Donc il y a une procédure cantonale d'évaluation propre au canton de Genève, avec différents entretiens, le premier auprès du service de protection des mineurs, le deuxième auprès de la police, où les personnes vont déposer leurs empreintes, pour identifier s'ils ont commis des délits sur le continent européen, donc s'ils sont dans des bases de données, et s'ils sont présentés ailleurs dans un autre pays. Et il y a un grand nombre de jeunes qui se présentaient mineurs dans un autre pays, par exemple en Grèce, sans aller déposer leurs empreintes, et ils se sont présentés majeurs, excusez-moi, pour qu'on les laisse passer. Et puis le jour où ils arrivent en Suisse, on leur rappelle que le 12 mars à 14h30, ils se sont présentés comme majeurs, ce qui pose de grands problèmes pour arriver à se faire reconnaître comme mineurs. Donc des entretiens, dans la procédure d'évaluation, il y a la question de l'expertise d'âge aussi, donc les tests osseux, clavicule, épaules, les dents, se mettre tout nu là aussi, les examens des parties intimes. C'est des méthodes qui sont décriées notamment par la Société suisse de pédiatrie avec des marges d'erreur de 2-3 ans. Donc un procureur me disait qu'au jour d'aujourd'hui, on utilise très peu ces méthodes-là, qui coûtent cher aussi, sachant qu'il y a d'autres méthodes qui sont tout aussi efficaces et redoutables, et ces méthodes, ce sont les procédures qui sont très 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 redoutables. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que très peu de personnes sont reconnues mineures au terme de la procédure. Certains partent aussi avant parce qu'ils voient qu'ils n'ont aucune chance. Et puis aussi, ce que je dois vous dire, c'est que c'est à eux de prouver qu'ils sont mineurs et donc de rendre leur récit crédible. Et c'est un grand défi. Et puis là aussi, c'est cette crédibilité narrative qu'une auteure française, Noémie Pathé, a bien étudiée pour celles et ceux qui s'intéressent à ces questions-là. Pour les personnes qui sont reconnues mineures, majeures au terme de la procédure, les autorités peuvent déposer une plainte pour fausse déclaration, prononcer une interdiction de territoire et puis engager des poursuites. Ce qui fait que les personnes partent et puis il y a cette obligation de rembourser les frais engagés. Donc finalement, les personnes ne vont pas rester et puis partiront de peur d'être incarcérées et puis d'aller en prison. Ce que j'aimerais vous dire pour finir, il doit me rester environ 2 minutes. Une minute. C'est les jeunes qui m'ont appris tout ça. C'est les jeunes qui m'ont appris tout ça. Alors, tout ça pour dire qu'il y a des jeunes qui arrivent à se faire reconnaître mineurs, très peu, un très petit nombre. A priori, ils ont très peu de chances de régulariser leur situation à la majorité. Ça arrive, il y a des possibilités, mais c'est vraiment selon des profils très particuliers. La maîtrise du français, un projet, un comportement impeccable. Pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est vivre avec toutes ces incertitudes statutaires, processus d'illégalisation, le risque donc d'être illégalisé. Certains consomment des substances psychotropes aussi. Je vais pas plus parler là-dessus par manque de temps. L'attente, l'ennui, la dimension temporelle que Pierre-Etienne avait évoquée lors de sa présentation, les possibles sollicitations de leur famille, le téléphone qui sonne, et puis aussi les comparaisons avec les copains qui ont réussi dans d'autres pays. Beaucoup ont cartographié l'Europe avec des pays plus favorables que d'autres en termes de possibilités de régulariser leur situation. Donc, beaucoup passeront d'un pays à un autre en quête de possibilités, d'opportunités. Un très petit nombre choisit de rentrer au pays, certains de manière définitive pour tout un ensemble de raisons, parce que il y a du racisme, parce qu'ils vivent pas leur religion, parce qu'ils vivent plein de difficultés, la peur de vieillir, de tomber malade aussi. J'en parlerai peut-être après. Et puis j'avais rencontré un jeune qui lui rentre au pays, qui a réussi à se faire financer une formation, mais son objectif c'est de revenir après en Suisse en étant mieux outillé pour pouvoir trouver du travail en Suisse. Et je vous ai pas parlé d'un jeune par exemple qui est parti en Espagne avec l'idée, l'optique de se former là-bas, d'être régularisé là-bas et de revenir après en Suisse. Donc vous voyez des mobilités circulaires. Le retour, c'est pas une fin en soi. Donc, alors, il y a des possibilités d'être soutenu jusqu'à 25 ans pour l'instant, dans le cadre des politiques de l'enfance et de la jeunesse, mais ça concerne que les RMNA. Et puis, il y a des associations et des collectifs qui se battent pour faire reconnaître les droits des mineurs non accompagnés dont je vous ai parlé, mais c'est compliqué. Comme il me reste encore 1 minute,
Pour conclure, François, pour conclure, j'étais très rapide. Vous pourrez me poser des questions si vous voulez, puis on aura l'occasion d'échanger peut-être après, ici ou ailleurs, voire à un autre moment. Pour conclure, je voulais vous dire que parler de ces jeunes d'origine donc maghrébine qui se présentent comme MNA, illégalisés, précarisés, vulnérabilisés, exclus des dispositifs, c'est aussi parler plus généralement des personnes qui ont quitté leur pays pour un ailleurs plus favorable, pour découvrir le monde et à qui il est difficile, voire impossible, d'interdire de rentrer en Suisse. Un jeune Tunisien qui souhaitait traverser la frontière donc italo-suisse me disait, moi j'attends et puis je passerai. Demain, après-demain, lui, le garde-frontière, il va rentrer de toute façon. Moi, c'est ma vie. Il faut chercher la route. Je voulais conclure en parlant, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais peut-être parler du côté de chercheurs pour avoir cette réflexivité-là, donc sans être militant politique, d'être dans une perspective réflexive aussi. Je reconnais, j'assume dans mes recherches, dans celles aussi de mes camarades, de mes amis, une forme d'engagement. C'est pas un vilain mot, ce terme-là. En plus de rendre visibles et audibles des réalités sociales parfois dramatiques et de décrire telles qu'elles sont donc ces situations, d'analyser les dispositifs, les politiques sociales, les pratiques professionnelles aussi, il me semble important de donner à voir, de faire entendre ces voix, de faire participer ces jeunes aussi à nos travaux, on les invite régulièrement, donc on les fait participer à nos cours, c'est important qu'ils fassent entendre leur voix, leurs paroles, elles sont précieuses, comme toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui, des paroles donc d'où qu'elles viennent, et d'aller à la rencontre des différentes expertises, ces paroles précieuses, ces paroles, ces savoirs expérientiels dont parlait Thibaut, dans une perspective interdisciplinaire, interculturelle et multisituée. C'est un peu ce qu'on essaie de faire avec nos rencontres, notre réseau. On essaie vraiment de rapprocher les différentes rives de la Méditerranée, le nord et le sud, les deux côtés de l'Atlantique. Et aussi de croiser, de faire dialoguer différents milieux professionnels, académiques, et puis c'est des publics concernés qui cherchent leur route. Voilà, je vous remercie pour votre attention.